Très bien. Alors bon, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, je ne suis pas responsable du gender balance de ces intervenants. Voilà, et il se trouve que je suis un homme et que Christian aussi. Bon. Simplement, je suis invité à deux titres. Effectivement, notre fondation soutient des acteurs que vous connaissez sans doute, comme Terre de Liens, par exemple, Énergie Partagée, le réseau Semences Paysannes. Moi, je suis plutôt du côté de l'observation. Je suis pas un acteur, hein, c'est important de le dire. Donc, c'est un certain nombre d'observations que je vous livre, mais il se trouve que j'ai fait en ville, à Lausanne, aussi une thèse parce que j'essayais de comprendre pourquoi, en gros, la plupart des mouvements que nous avons soutenus depuis 30 à 40 ans, parce que l'engagement de la Fondation sur ce sujet est très long, dont le but était de verdir la politique agricole commune, ont échoué. Et en fait, l'essentiel de ma thèse porte sur l'idée de dire qu'on ne pourra pas avoir une agriculture écologique dans une société industrielle. Et qu'effectivement, il y a une corrélation étroite entre un type de société et son type d'agriculture. Vous allez me dire, c'est un peu l'œuf de Colomb, une fois qu'on l'a dit, ça paraît évident, mais je vais l'illustrer assez rapidement parce que quand on parle de système, c'est un mot qu'on emploie très fréquemment, mais en fait on a tout dit, on n'a rien dit, tant qu'on ne décrit pas à chaque fois quels sont ces systèmes dont on parle. Et donc je vous propose qu'on passe vite en revue 4 systèmes. Le système, je dirais, pré-industriel, ce qui nous permettra de comprendre peut-être ce qu'était la société paysanne, le système industriel, le système qu'on pourrait qualifier tel qu'on l'a connu, le système hyper-industriel et un système qui serait écologique, et de voir à travers ça quelle a été la mode de gestion des territoires, de production d'un certain nombre de matières premières et d'alimentation, bref, quel était le régime de l'agriculture, pour faire vite, dans chacun de ces systèmes. Alors d'abord, effectivement, voilà, nos sociétés étaient urbaines avant la société industrielle, il faut le rappeler, et sans remonter, je dirais, à des temps immémoriaux, disons que la ville est quand même apparue dans l'histoire et que même quand elle a pu disparaître temporairement, elle est réapparue, ce qui tendrait à penser que le fait urbain est quand même un fait assez structurant. Voilà. C'est pas juste un accident de l'histoire. Cela étant, on peut admettre que jusqu'à la révolution industrielle, jusqu'au XVIIIe siècle, il y a eu, on va mettre un pluriel, des sociétés rurales, mais elles portent un certain nombre de traits communs. Et on peut dire qu'à ce moment-là, il y a comme base, communauté de base, la communauté paysanne. Et cette communauté paysanne, elle n'est pas totalement autarcique, hein, elle ne serait-ce que parce que quand elle est sous la coupe d'un empire agraire, elle est obligée, elle est intégrée de fait dans cet empire, mais on peut reconnaître un certain nombre de traits, et ces traits sont apparus probablement dès le néolithique. Et ces traits, vous les connaissez, mais c'est bien de dire qu'ils sont très présents dans les sociétés paysannes traditionnelles. C'est d'abord le fait que l'organisation de la société est patrilinéaire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait l'organisation de la société? C'est la lignée des mâles aînés. Il faut bien le rappeler, les cadets sont souvent exclus. Alors, il y a des différences régionales, mais globalement, c'est ça. Et c'est mâles aînés, c'est ça l'entité. C'est-à-dire l'individu n'a pas d'existence en soi. Votre existence, elle est donnée par le statut que vous avez dans cette société paysanne. Alors, l'archétype de ça, c'est les élites de ces sociétés paysannes, c'est la noblesse, hein, dans lequel le droit d'aînesse est extrêmement puissant et qui, deuxième chose, ont un rapport très spécifique à la terre, qui est l'identité entre la lignée et une terre. La preuve, c'est que la noblesse porte le nom de sa terre. On est duc de machin chose, comte de machin truc, on n'a pas de nom propre. Dans ce type de société, ces sociétés sont extrêmement hiérarchisées en fonction du foncier que vous détenez. C'est-à-dire que le mariage, je ne parle pas de la sexualité qui est toujours un espace trouble et un peu libre, mais le mariage, lui, a bien comme fonction de réunir des terres et vous vous mariez entre des gens de même niveau de possession. C'est une société extrêmement hiérarchisée. Si vous n'avez pas de terre dans cette société-là, vous avez très peu de chances de pouvoir monter dans la société. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'ère de la vie en libre, comme disaient les Allemands, c'est-à-dire que l'ascension sociale peut se produire
souvent dans l'espace urbain, qui est un espace par certains côtés qui a des aspects interlopes, paradoxalement, qui est moins organisé que le monde rural. Et la terre est donc un patrimoine, et ça c'est fondamental. Et quatrième point, le prêt n'existe pas, ou quand il existe, c'est un prêt qui a un taux usuraire. En fait, vous empruntez parce que vous avez une difficulté de la vie, c'est un taux d'intérêt exorbitant, et en général, c'est le début de la ruine, et donc s'endetter est quelque chose de très mal, parce que l'expérience montre que l'endettement vous mène à la ruine. Et la coopération, elle est donc entre à la fois, il y a une coopération villageoise quand même, parce que les notables, les élites sont intégrés et ils gèrent certaines fonctions, notamment la relation au centre, évidemment. Ils ont même, en général, le monopole de la relation au centre. Et puis, vous avez des collaborations, des solidarités au sein de cette communauté, mais encore une fois, elle est très inégale. Ça, c'est la société paysanne. Donc vous voyez bien d'ailleurs que les valeurs par rapport aux révolutions qui sont en cours, notamment autour du féminisme, LGBT, etc., il faut bien reconnaître que ces sociétés paysannes ne sont pas forcément nécessairement l'idéal des néo-paysans qu'on peut espérer dans une société post-urbaine écologique. C'est pour ça que j'utiliserai après le terme de néo-paysan pour éviter la confusion entre ce monde paysan et le monde néo-paysan aucun aspect. Dans ce régime, évidemment, l'idéal, c'est un idéal d'autarcie à l'échelle de l'exploitation, qu'on voit d'ailleurs chez les agronomes romains, c'est-à-dire quel est le but, et c'est vrai même dans la pensée que les Romains ont de l'économie de l'Empire, le but, c'est de produire un maximum et de vendre pour avoir un excédent et obtenir de l'or et augmenter son patrimoine et évidemment l'espoir est sur le très long terme d'avoir racheté la terre du voisin parce que voilà, la ruine des uns fait l'accroissement des autres puisque c'est un jeu à somme nulle. La terre étant limitée, on est dans des sociétés qui ont atteint les limites du défrichement possible. Dans celle que je parle, c'est autre chose quand vous êtes dans un front pionnier où là, comme les Amériques, où là vous arrivez, vous pouvez rêver être un homme nouveau, mais tant que vous avez de la nature à consommer en fait. Donc il n'y a plus de nature dans ces sociétés paysannes au sens où il n'y a plus d'espace sauvage, il n'y a plus la wilderness. Je rentre d'ailleurs dans la nature les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui sont détruites par le front paysan. Voilà, le front paysan détruit les populations de chasseurs-cueilleurs, etc. Qui eux d'ailleurs sont assimilés à de la sauvagerie. Quand vous avez la modernisation de l'agriculture, il faut bien reconnaître que la modernisation de l'agriculture a été en partie freinée par un certain nombre de politiques sociales, et c'est ça qui est intéressant, ce qui explique aussi le phénomène auquel nous sommes en train d'assister à l'heure actuelle. Je m'explique. Au fond, si vous regardez l'agriculteur, promu par typiquement la jeunesse agricole catholique, mais fondamentalement le modèle vient du Danemark, l'agriculteur, à ce moment-là, va prendre le modèle de l'artisan. Alors, je vous avais expliqué que l'unité du monde paysan, c'est la lignée. Dans le modèle Jacques, c'est le couple. Donc, vous voyez que la conception de la famille a déjà changé. On passe du rapport père-fils, qui est dominant, à un rapport époux-épouse. La terre, à ce moment-là, devient un outil de production, puisqu'on va le fermage est la forme qui s'impose. Finalement, on va moins utiliser son capital pour acheter de la terre, plus pour acheter un outil de production, on va pouvoir se transférer le fermage, et au fond un peu comme un fonds de commerce, finalement. Toute chose égale par ailleurs, c'est le même phénomène qu'on va retrouver chez le boucher, chez le boulanger, etc. Alors c'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que l'industrialisation, c'est d'abord la destruction de l'artisanat et sa transformation en industrie. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse, le monde paysan disparaît en France au XIXe siècle, au moment où les produits manufacturés ne sont plus produits par les communautés paysannes. C'est la disparition du forgeron qui fait disparaître la société paysanne et pas la transformation des paysans en agriculteurs. En fait, à partir du moment où vous ne produisez plus que de l'aliment, des produits agricoles, vous n'êtes déjà plus une société paysanne. Ce que des fois le monde agricole a du mal à comprendre parce qu'il croit que sa propre disparition est la disparition de la société paysanne alors que c'était antérieur. Voilà.
Alors, quel va être à ce moment-là le choix des États? Globalement, pourquoi les États vont choisir ce modèle? C'est il a deux peurs. Il a peur, en gros, il veut se débarrasser de l'ancien régime, donc la noblesse et le clergé. Donc existe la grande propriété foncière, nobiliaire. Et puis il a très très peur des rouges, des ouvriers rouges. Alors il se dit, en fait, le meilleur stabilisateur pour éviter le socialisme, c'est avoir des petits paysans propriétaires qui soient à la fois très rogneux parce qu'ils veulent les terres des nobles, mais surtout pas socialistes. Et donc on va promouvoir comme ça délibérément ce modèle-là. Et donc vous voyez bien que j'ai parlé du couple, j'ai parlé du rapport à la terre qui devient un facteur de profession. Paysan n'est pas un État, on est agriculteur, c'est une profession. D'ailleurs, on met en place tout un système de formation qui va donner des diplômes. On va avoir une diplomatisation et on passe d'un état à un métier. Et d'ailleurs, les gens sont fiers d'avoir ce métier. D'ailleurs, l'appropriation des outils techniques nouveaux est désirée. Hein. C'est pas que le monde extérieur qui a dit aux paysans c'est super d'avoir des tracteurs. Ça, tous les sociologues le montrent. Il y avait aussi une fascination. Les jeunes fils de paysans, ils adoraient aussi leur mobilette, ils adoraient leurs tracteurs aussi, etc. Donc, ils participent de cette fascination pour la société des moteurs, la puissance que ça donne. Et puis, le dernier point qui est important, c'est que l'endettement change radicalement, puisque avec des politiques massives d'État, on va permettre aux gens d'emprunter pour investir. C'est-à-dire que la dette n'est plus un défaut temporaire qui vous entraîne à la ruine, c'est le moyen de construire un appareil de production qui vous permet d'avoir une promotion sociale. On est à une époque où il y a des prêts bonifiés, donc des politiques massives d'État qui font que, notamment au moment des années 70, au moment où l'inflation est repartie en plus, les agriculteurs empruntaient à 5% quand l'inflation était à 14%. Donc en gros, plus vous vous endettiez, plus vous vous enrichissiez. Mais cette situation, cette création d'un groupe qui sont finalement une classe moyenne, qui sont en gros ce qu'étaient les cultivateurs dans la société, demande l'extermination de deux autres classes sociales, enfin de toutes les autres classes sociales, les latifundiaires, donc on casse le dos à la grande propriété, et puis l'élimination de tous les microfundistes, tous les gens qui étaient trop petits pour avoir. D'ailleurs, pourquoi les urbains sont si nombreux? Vous vous dites bien que ce n'est pas parce que les urbains du 19e siècle ont fait beaucoup d'enfants et les ruraux du 19e siècle très peu. En fait, qui sont les descendants des petits paysans? Eh bien, ce sont les urbains. Ce sont eux les descendants génétiques des petits paysans. Quand vous avez un agriculteur en France, alors c'est pas vrai tout le temps, mais vous avez beaucoup de chances que pour son ancêtre soit un propriétaire de taille moyenne, déjà quelqu'un qui avait déjà du capital. C'était pas un prolétaire rural. Il était probablement un laboureur, il possédait probablement déjà deux bœufs, il prêtait son taureau pour saillir la vache de quelqu'un qui était trop pauvre pour avoir un taureau, etc. Donc en fait, c'est cette classe sociale-là qui est devenue les agriculteurs. Alors on arrive à la situation actuelle, et je vais aller très vite, et en fait on a deux modèles. Le premier modèle, c'est qu'en réalité, à partir du moment où la puissance publique considère que la menace socialiste n'est plus un risque, elle dit mais finalement ces politiques publiques coûtent extrêmement cher. Laissons finalement l'agriculture suivre le même chemin et qui est le capitalisme. Le capitalisme, c'est au sens, je dirais, premier, en fait on devrait appeler ça peut-être le sociétarisme. Quelle est l'entité sociale? C'est plus la famille, c'est plus un couple, etc. C'est une société de capitaux. C'est d'autant plus important que plus vous avez besoin de machines, plus, et ça c'est un facteur que vous pouvez observer, plus en réalité le coût de remboursement de l'outil de travail dépasse la richesse que vous produisez en une vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui achète une ferme, il travaillera toute sa vie, il n'aura pas pu rembourser tout l'outil de travail. C'est-à-dire que le capital par actif excède la richesse produite par actif. Et donc la seule solution, c'est de créer une structure immortelle, ce qui est une société de capitaux. Aucun d'entre nous n'aurait l'idée d'acheter Usinor Sassilor, surtout depuis que c'est devenu ArcelorMittal. C'est une société de capitaux. À partir du moment où vous avez ce gonflement, si vous voulez, de l'actif, il vous faut
à la fin, le devenir naturel, c'est d'être une société de capitaux, c'est en train de se passer. Les gars qui sont à la tête de ça sont des agri-managers. La terre, c'est même plus un outil de production, c'est une partie de l'actif, selon la forme. Puis vous allez vous battre pour essayer de grossir, pour avoir votre place dans la chaîne de valeur. Et évidemment, même la famille a disparu, enfin la notion de famille a disparu là. Et vous avez une deuxième option qui se dessine, qu'on voit se dessiner, qui sont les néo-paysans. Alors, qui sont les néo-paysans? Alors, évidemment, c'est l'ensemble des alternatives que vous connaissez bien, mais c'est intéressant d'essayer de décrire à quoi ressemblent ces néo-paysans par rapport... Est-ce qu'ils sont dans des logiques patrilinéaires? Pas du tout. En général, surtout si on veut qu'ils s'installent depuis la ville, vous comprenez bien qu'ils ne vont pas reprendre les terres de leurs parents, puisque leurs parents sont des citadins. Donc, le rapport à la terre, en général, est le suivant, et c'est toute la logique de terre de liens, c'est une logique mutualiste. C'est-à-dire la terre est devenue trop chère, on ne peut plus accéder, on ne peut plus la posséder, ça redevient un outil de travail, ou un peu plus, mais propriété de la collectivité. C'est un commun. Et en général, les gens s'installent en bénéficiant d'un fermage. Parce que de toute façon, ils n'auraient pas les moyens d'acheter la terre. Mais ce qui fait que la personne, on peut imaginer avoir on va définir à ce moment-là la production agricole comme une activité. Et la personne peut être plus réactive. Elle peut être plus réactive dans le temps, c'est-à-dire qu'avant d'avoir été néo-paysan, elle a été autre chose, comme elle peut être plus réactive au moment même où elle fait son activité paysanne, parce qu'elle va chercher des compléments de revenus. C'est exactement ce que nous a d'ailleurs expliqué très bien l'intervenant précédent, dans lequel les gens qui produisent sont aussi animateurs de la colonie de vacances. Donc, l'agriculture est une activité dans une série de gammes d'activités. Ce qu'ils ont en commun avec les anciens paysans, c'est par contre l'idée qu'on va s'investir sur un territoire. Voilà. Les solidarités, et ça c'est important, par contre, sont très nettement territoriales. Alors que si le terme de solidarité pour les agri-managers a un sens, disons que la solidarité de l'agri-manager est avec les porteurs de capital de sa société. Là, il y a la revendication d'avoir une solidarité territoriale, c'est ça qui fait effectivement l'importance. Le système de valeurs est beaucoup plus, allez, je vais utiliser un gros mot qui demanderait une définition, je veux dire c'est plus l'écoféminisme, mais c'est entre nous, j'aurais pas besoin de le définir, vous voyez de quoi je veux parler, le soin, la notion, etc. Voilà. Et il y a en général, enfin, une autre raison du fait de cette fluidité, c'est qu'il y a comme c'est des gens qui ont souvent peu de capitaux et qui n'en constituent pas beaucoup, il n'y a pas ce lien entre l'activité et le fait de détenir un capital. Ce qui est pas vrai dans les trois exemples précédents, malgré tout. Voilà, donc j'ai à peu près résumé. Alors, qu'est-ce que ça implique maintenant en termes d'organisation du système? Si on croit que les territoires demain auront de l'importance, quels sont les organes qui, même si elles ne le font pas toujours bien, mais représentent le territoire? C'est les collectivités territoriales. Et il est vraisemblable que cette tension entre agri-managers et néo-paysans recouvre une autre tension qui est la grande tension entre monde industriel et monde écologique, c'est un rapport de force entre ceux qui représentent le territoire et ceux qui représentent la filière. Et de ce point de vue-là, les métropoles peuvent être des alliés. Même si on souhaite les dégonfler, ce sont elles qui ont une force qui peut des fois tordre le bras à la filière. Notamment quand il s'agit pour un espace rural de se trouver d'autres clients que la coopérative qui vend sur les marchés internationaux. C'est du côté des métropoles qui peuvent trouver des alliés pour avoir d'autres types de débouchés. Donc la métropole de proximité peut être un allié, même si on peut souhaiter à terme ou penser à terme à juste titre que les contraintes écologiques font qu'elles se raccourciront, mais il y a des alliances de ce type-là qui se mettent en place. On voit bien l'importance du régime du foncier, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, on a l'un des grands risques, c'est que l'accaparement des terres
que l'Europe a beaucoup pratiqué au 19e, 20e siècle se retourne contre elle, hein, que des capitaux, j'ai parlé d'ArcelorMittal, ce qui arrivait à la sidérurgie, peut arriver à l'agriculture européenne. D'ailleurs, par certains côtés, la FNSEA, quand vous discutez avec la FNSEA, ils vous parlent du marché chinois et du marché indien. Et eux, ils sont déjà dans l'idée que le territoire va être subordonné à un échange illégal qui se met en place de l'économie monde de demain, qui est la Chine. Voilà. Donc par rapport à ça, la question de est-ce que la Terre appartient à ceux qui sont sur place, est-ce qu'ils peuvent en déterminer le devenir, elle devient cruciale. Et quelque part, Terre de Liens, c'est l'idée de pousser les gens à racheter la terre qui est chez vous, parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un d'autre en rachètera. Le dernier point sur lequel je voudrais beaucoup insister, parce que quand on discute avec certaines personnes de la Confédération paysanne, ils reconnaissent que probablement ça a été une erreur, c'est que le but n'est pas d'organiser d'installer des tas de petites fermes. Ça, c'est le modèle jassiste. Mais vous comprenez bien qu'un couple, c'est déjà une petite société, surtout si les parents sont agriculteurs. Mais quand vous avez quelqu'un tout seul qui vient de l'espace urbain, qui va s'installer, quels vont être ces réseaux de sociabilité? Et donc on voit que les systèmes qui fonctionnent le mieux, c'est des systèmes qui sont beaucoup plus empruntés au scope, des GAEC où les gens s'installent à plusieurs. Et il faut travailler ça. Il faut aider les gens à s'installer plusieurs. Pour des tas de raisons. Des raisons techniques d'abord, hein, que chacun d'entre vous a déjà bricolé. C'est pas la même chose de bricoler à deux que de bricoler tout seul. Quand vous tenez des trucs et que vous devez visser avec la bouche, c'est pas terrible. Donc il y a des raisons objectives qui fait que il faut être plusieurs. Et puis il y a des raisons sociales, c'est quand vous avez des coups durs, quand vous êtes malade. Voilà. Et je pense que la forme sera plutôt mutualiste. Je m'arrête là et je te passe la parole, Christian. Oui, donc c'est une bonne transition parce que j'avais essayé de tracer quelques pistes du caractère d'une autre façon de gérer l'espace rural. Et donc, tu en as déjà attaqué quelques-uns. Au préalable, j'aimerais quand même revenir sur le débat d'avant, sur cette appellation qui était, à mon avis, n'est pas tellement bonne, d'écologie urbaine. C'est ce qui voudrait dire, parce qu'il y a aussi un autre terme qui s'appelle l'agriculture urbaine. Ça veut dire que une ville, d'autant métropole, c'est-à-dire une ville complètement privée de, de ses approvisionnements, parce que c'est comme ça une métropole, pourrait être un écosystème stable. Donc pouvoir avoir une écologie qui permette de la comprendre et que l'écologie, c'est quand même la capacité de comprendre, d'appréhender, voire d'anticiper les rapports d'évolution entre les vivants de ce territoire. Eh bien, aujourd'hui, nous savons tous ici que les métropoles, la plupart des villes industrielles, parce que c'est comme le caractère industriel qui les caractérise, elles n'ont aucune autonomie pour permettre la survie, y compris des humains. Et je ne parle pas de l'ensemble du vivant qui a été exterminé. Donc, écologie urbaine, il peut y avoir des écologistes en ville, mais une écologie urbaine ne peut pas exister. Par ailleurs, une écologie rurale qui se limiterait, et là j'attaque mon sujet, qui se limiterait à une écologie uniquement de la partie non habitée, serait, si on veut parler de l'espèce humaine, ça ne suffirait pas. Il y a besoin de lieux où les humains peuvent faire des activités qui ne soient pas directement liées à la terre. C'est la manufacture, tout ce qui est les produits manufacturés, tout ce qui est l'accumulation des connaissances, tout ce qui est éventuellement les soins, etc. Enfin, tout ce qui est tout le service aux personnes. Tout ça nécessite un certain nombre d'équipements qui ne sont pas dans la poche de celui qui les fait. Donc il y a besoin la ruralité, une société paysanne, donc une écologie paysanne plutôt que rurale, une écologie écosystémique. Elle a besoin à la fois de territoires qu'on peut taxer où là
où les espèces naturelles l'emportent et de zones urbanisées où les espèces naturelles là ne l'emportent pas puisqu'elles sont un peu bon, c'est tout ce qu'elles bâtit. Donc là on a une écologie rurale qui comporte à la fois du non bâti et du bâti. Et là j'attaque mon sujet. Je pense que ce qui caractérise notre agriculture future, c'est qu'elle ne peut pas être que agricole. Agricole au sens production de biens, de production à destination majoritairement alimentaire, voire production alimentaire et autres usages. Donc c'est aussi la capacité d'utiliser les ressources, d'autres ressources naturelles. Donc on a une société paysanne n'est pas agricole. Elle est forcément, elle n'est pas que elle n'est pas que nourricière, c'est-à-dire qu'elle ne s'occupe pas que d'agriculture nourricière, d'alimentation. Elle doit aussi travailler à aussi les approvisionnements énergétiques, la gestion du bâti, la création d'outils et voir plus si les besoins sont nécessaires. Ça veut dire que je pense que une société paysanne doit pouvoir à la fois gérer l'alimentaire, mais aussi la construction, mais aussi les outils nécessaires à toutes les activités, mais aussi les énergies diverses et variées dont on a besoin pour nos besoins, sachant que nos besoins élémentaires sont s'alimenter, se protéger et aussi résoudre notre besoin énergétique, en particulier se chauffer. Et ça, c'est la plupart de ces éléments-là, on peut les trouver dans notre environnement, ce qu'on appelle un écosystème. Et une société paysanne doit pouvoir les appréhender, les prendre en charge. Et c'est pour ça que nous avons... alors la Confédération paysanne suggère qu'il faudrait 1 million de paysans supplémentaires. Effectivement, l'atelier paysan, qui va plus loin dans la définition d'un paysan, puisqu'il intègre toutes les activités périphériques de la paysannerie, suggère 3-4 millions de paysans en plus. Si nous voulons une société paysanne qui soit en équilibre, enfin en harmonie avec son écosystème, il faut donc les autres activités rurales, et c'est pour ça que nous pensons, nous, que aujourd'hui, dès maintenant, il faudrait 10 millions d'actifs ruraux pour pouvoir reconstituer un milieu rural, paysan, qui soit capable de satisfaire les besoins à la fois des paysans qui y vivent, mais aussi des villes, petites villes, alors là c'est un autre débat qu'on verra quand on parlera des grandes régions, des petites villes qui, elles, assument un certain nombre d'autres activités que celles strictement paysannes. Ça c'est le premier point. Le second point, tu l'as déjà abordé, donc, mais je vais quand même le redire. Il faut la société paysanne idéale, c'est une société paysanne qui abandonnerait toute forme de spécialisation, soit de spécialisation des individus. Par exemple, on est uniquement vigneron, on est uniquement céréalier ou éleveur. C'est forcément, dans tous les cas, de la polyculture. Et donc, en conséquence, on a plusieurs activités, y compris les activités artisanales. Le meilleur exemple qu'on a quand même vu se développer ces années qui arrivent, c'est paysans boulangers, paysans brasseurs. Il y a eu toute une gamme de paysans qui se sont installés, qui vont jusqu'au bout de la chaîne de leur activité. Mais aussi, c'est aussi le refus d'une spécialisation des territoires. Il n'y a pas de raison qu'il y ait telle ou telle région qui soit destinée qui soit le grenier de la France, parce qu'on y cultive toutes les céréales. À telle autre région, comme par chez nous, c'est la monoculture du vin qui est
qui est une aberration, comment dire, économique et sociale, et même de bonne gestion du territoire, parce qu'on s'aperçoit que on arrive à cette aberration que pour fournir tout ce vin qu'on produit, on va irriguer la vigne, qui est alors qu'on pourrait avoir aujourd'hui, on connaît des tas de plantes qui pourraient très bien pousser et qui nous seraient utiles, et qui sont nécessaires à notre alimentation et qui n'ont pas besoin de cette irrigation. Donc, donc les spécialisations des territoires vont abandonner toute l'agriculture, enfin, c'est plus que l'agriculture que nous voulons, elle n'est plus spécialisée. C'est pour ça que, alors, moi je suis forestier de profession. J'ai, sur un certain nombre, de développer le concept de forêt paysanne. C'est-à-dire que la forêt ne doit pas être ce qu'elle est aujourd'hui, et d'ailleurs on en voit les conséquences, hein, forêt industrielle, monoculture, sur un territoire, voilà. Alors, une spécialisation, en plus dans la spécialisation, une spécialisation pour faire des produits très très spécifiques. La forêt, le pire exemple étant la forêt des Landes, et on a vu les conséquences récentes de ce type de gestion forestière. Donc la forêt, la culture de l'arbre doit les forêts doivent redevenir à la fois un écosystème qui apporte cette richesse, biodiversité, etc., des refuges, enfin tout ce qu'on peut dire sur le maillage nécessaire par la forêt, mais aussi la capacité de répondre à tous les besoins qu'on a dans une activité rurale de tous les jours. Bon, nous on a un bon exemple avec le châtaignier, on a un proverbe, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais on a un proverbe cévenol, que le châtaignier nous accompagne de la naissance jusqu'à la mort, puisque le berceau est construit avec du bois de châtaignier et le cercueil est construit avec le bois de châtaignier. Et dans tout le reste de l'existence, eh bien, on utilise les différents âges du châtaignier, parce qu'on n'utilise pas seulement le bois dont on fait les poutres. Là, celles-là sont peut-être pas châtaigniers d'ailleurs, sont peut-être pas. Mais aussi les petits bois pour faire des tressages, etc. Donc, voilà, châtaignier accompagne. C'est un arbre, ce qu'on appelle les arbres nourriciers, accompagne le paysan cévenol tout le long de sa vie. Et ça fait partie d'une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler une forêt paysanne. Et on pourrait extrapoler sur beaucoup d'espèces forestières, voire même les mélanges forestiers, comme quoi ils peuvent rentrer dans cette logique-là. Donc, ça veut dire que un paysan doit aussi capable de pouvoir gérer de façon harmonieuse une forêt, sa forêt, son environnement. Donc, la refus de cette spécialisation. Alors, ça, c'est voilà. Donc, le premier critère d'une agriculture, c'est qu'elle n'est plus spécialisée. Alors, il y en a un critère que tu as dit, c'est qu'elle est coopérative. L'agriculture que nous souhaiterons, elle doit être coopérative. Alors, il y a différentes formes de coopération. Il y a la coopération telle que tu l'as présentée, c'est-à-dire aujourd'hui l'installation collective pour justement ne pas se spécialiser, pour justement que les individus soient plus spécialisés, mais aussi l'exploitation soit diversifiée. Et puis il y a aussi les coopérations, je dirais, de voisinage, où aujourd'hui les communautés d'habitants des territoires doivent pouvoir travailler ensemble par l'échange, mais aussi par, je dirais, l'optimisation des capacités des territoires, de pouvoir avoir. Alors, il y a un bon exemple en Corse, par exemple, qui est un bon exemple, où sur une même parcelle, vous avez un éleveur qui utilise le sol, quelqu'un qui fait du bois, et celui qui n'est pas propriétaire de l'arbre, qui ramasse les châtaignes. Donc vous avez le propriétaire de l'arbre qui veut faire des arbres, qui fait du bois, le sol où on élève des bêtes, et quelqu'un qui vient ramasser les châtaignes, voilà. Donc on a, pour le même, alors la chance de la Corse,
c'est que les terres sont indivises. Je crois que l'indivision devrait être peut-être un argument pour nous. Donc elles sont difficilement aliénables, difficilement revendables. On peut en hériter sans en avoir la possibilité de s'en débarrasser. On est obligé de les garder parce qu'elles sont en indivision et donc ça oblige et ça il y a sur Châtaignier, mais c'est pareil. Le livret corse est géré pareil. Il y a les propriétaires, ceux qui gèrent les arbres, qui ne sont pas forcément les propriétaires, et ceux qui gèrent le sol des arbres, et là, c'est souvent des bergers. Donc, alors, travail coopératif, avec, et l'une des formes, tu l'as abordé, l'une des formes de la coopération, ce sont les communautés villageoises. Les communautés villageoises, c'est la forme, je dirais, la plus souple de la coopération. Chacun fait en fonction de ses désirs, de ses capacités, de ses envies, de ses opportunités, et l'ensemble assure la satisfaction des besoins de la communauté villageoise, à quelques exceptions près qu'il faut aller chercher à côté, mais ça c'est ce qu'on a appelé hier, qu'on en parlait d'interdépendance. Alors, ce qui oblige immédiatement à une réflexion qu'il nous faut sans doute s'imposer, c'est que la terre doit devenir, et la terre, et moi j'y inclus la forêt, hein, je ne peux pas parler tout à l'heure, mais la terre doit devenir un bien commun. Et nous devons tout faire, y compris dans les structures qu'on met en place, pour avancer vers cette notion de la terre est un bien commun, inaliénable et surtout qu'on ne puisse pas, non accaparable. Donc qui doit satisfaire, et qui doit en priorité satisfaire les besoins des communautés des habitants, sans pour cela dégrader l'écosystème sur lequel elle est. Donc ça c'est ce point-là. Et avant qu'on attaque les débats, je voudrais insister sur 2 points qui doit être un sujet de réflexion pour nous. Je crois qu'il faut qu'on réhabilite l'arbre comme comment dire, un élément essentiel de la satisfaction de nos besoins et aussi comme un élément du maintien de la qualité de l'écosystème. L'arbre qui a été le plus souvent, vous savez tous, ce qui s'est passé par la rasement des haies, la suppression des arbres dans les pâtures, etc. Donc l'arbre a été pendant des dizaines d'années après, dans la phase ascendante de l'industrialisation, c'est-à-dire essentiellement quand on a mécanisé l'agriculture, donc il a été éradiqué des espaces de production agricole pour être cantonné dans des espaces industriels de production qui s'appelaient les vergers. Aujourd'hui, il faut réhabiliter l'arbre dans la totalité de l'espace je dirais, paysans, totalité de l'espace paysan, mais c'est pas seulement les haies, c'est aussi les arbres isolés. Donc l'arbre, parce qu'il contribue au maintien de la qualité des sols, parce qu'il contribue à notre bien-être divers et varié, protection contre le vent, etc. Et parce que surtout, il est capable de nous nourrir de façon pérenne. Oui, d'accord déjà, merde. Oui, d'accord. De façon pérenne, sans travail du sol, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une réflexion sur le fait que travailler trop profondément les sols, ça appauvrit les sols, alors que l'arbre, lui, une fois qu'il est installé, il continue sa production sans travail. Donc, alors, je vais terminer là-dessus. Donc, je pense que la réhabilitation de l'arbre est importante dans notre réflexion sur qu'est-ce que ce serait une agriculture de demain. Évidemment, le deuxième, c'est l'abandon de la mécanisation, la mécanisation carbonée. Alors donc, il faut réfléchir à d'autres types de mécanisation non carbonée. Et le troisième point, j'espère que je vais le retrouver. Dans des échanges. Ouais, dans les échanges, voilà. Donc, oui, évidemment, le troisième point, c'est quand même un travail de réflexion et de recherche
sur l'adaptation des plantes ou sur les territoires dans lesquels on veut les mettre, et avec l'évolution. Hervé, est-ce que tu as prévu cette dégustation ce soir de cidre? Voilà. Donc nous verrons une adaptation de culture avec les changements climatiques, une adaptation de culture de nos territoires très avantageuse pour nous et nos territoires. Bon, ça, ce soir, voilà. Merci Christian. Merci à vous deux. C'est le temps des échanges. Bravo. Hein. Ouais. Juste un instant, je vais vous demander de vous lever quand vous posez un échange, sans ça je suis incapable de vous filmer. Merci. Voilà, on va rester assis, on ne va pas être filmé. Y a-t-il des... Oui, Christiane. Moi, j'ai une question, c'est peut-être que c'est bien pour vous deux, mais cette question de la terre comme bien commun, on aurait pu dire aussi la forêt, tu t'es arrêté assez longtemps aussi sur la forêt, comme bien commun, et puis certainement l'eau. Dans cette commune ici de Toiras, où vous avez l'air bien organisé entre vous, et avec, en tout cas, vous connaissez ce que fait chacun de vous, est-ce que vous vous êtes demandé qu'est-ce que vous pourriez faire qui serait assez simple pour que ça reste un bien commun? Je ne sais pas qui était à table à côté de moi, pas loin, je pourrais dire que ici la terre agricole elle vaut 500 euros, je ne sais plus si c'était là ou l'hectare, c'était là. Comment vous pouvez vous-même vous garantir de ce bien commun dans la pérennité, quoi? Je commence à répondre. Alors, sans avoir besoin des politiques, peut-être. Alors, voilà. je pense qu'il y a plusieurs formes pour ça. Hein. Mais je vais prendre un exemple, puisque c'est déjà celui dans lequel, là où j'habite, et dans un exemple qu'on est en train de faire et dont qu'on vous parlera ce soir, puisque Jacques en parlera. Moi, je suis sur un GFA, Groupement Foncier Agricole. C'est-à-dire, c'est en fait une propriété par part sociale, dans laquelle les porteurs de parts et non porteurs de parts, puisqu'on accueille sur ce GFA la mine dont on a parlé très brièvement Polo ce matin, je crois, sont uniquement locataires. Moi, je suis locataire à titre gratuit de l'habitation dans laquelle je vis. Mais voilà. Alors, après, il y a différentes. Après, la gestion, c'est pas aussi simple que ça. Et je dirais, c'est inaliénable, parce qu'à ce moment où il y a beaucoup de porteurs de parts, et que dans les statuts, c'est indiqué que les porteurs de parts peuvent les revendre, mais ils ne peuvent les revendre qu'à prix qu'ils ont acheté que aux autres membres du GFA, je peux te dire que ça limite forcément la spéculation. Donc c'est une formule. Le GFA était, à mon avis, et je vous précise que les copains du Larzac, foncier agricole, Groupement Foncier Agricole, que les copains du Larzac sont organisés comme ça, et en plus, alors on pourrait revenir dans le détail, eux ils ont un système de gestion par une association de gestion des terres du Larzac qui est, je vais prendre ce seul exemple parce que c'est le seul exemple important. C'est-à-dire que vous savez qu'on a un problème avec Terre de Liens, c'est que quand les agriculteurs arrêtent leur carrière, ils sont souvent sans perspective. Alors que aux Larzac, ils ont fait un système, quand tu arrives, tu fais les travaux, alors, pour les premiers, on te donne une propriété, tu l'améliores, il y a la structure de gestion qui dit, voilà, t'as fait tant de travaux, celui qui arrive après, il paye pas, il n'a pas une reprise du fonds de commerce, mais il paye un loyer qui est mis dans la caisse commune de l'association de gestion, et elle, la caisse commune, elle paye à celui qui s'en va, lui donne les moyens de pouvoir se réinstaller ailleurs. Donc on a à la fois un système qui te ne prive pas de ton travail, mais qui ne prive pas la communauté, et c'est le groupe qui choisit celui qui reprend. Donc voilà. Donc ça c'est le GFA, Terre solidaire du Larzac. Et là on est en train de créer alors j'en parle pas beaucoup parce que je sais que ce soir Jacques en parlera à Bramazel. On est en train de créer, on n'a pas créé un GFA parce que on a la vocation de faire aussi un tiers-lieu qui sera donc un tiers-lieu rural à vocation agricole, mais qui sera géré par des associations, et un GFA ne peut louer que des baux agricoles.
Donc on a créé on va créer une société civile immobilière à vocation agricole et où il y aura, comme la Terre solidaire du Larzac, des centaines de donateurs, puisque il en faudrait même quelques milliers, parce que là, ça coûte cher. Et derrière, il y aura une association de gestion qui, elle, n'aura comme tâche que de pouvoir l'utilisation collective de cette terre. Je précise que sur cette terre, alors sur cet achat qu'on fait avec Terre de Liens, on va installer 3 agriculteurs, trois activités agricoles complémentaires, et ça c'est vrai que c'est important maintenant, de complémentaires. Et à côté, il y aura une partie d'accueil, de formation, puisqu'on fait un tiers-lieu à vocation agricole, et qui est un tiers-lieu de formation, et sur lequel il y aura une section, appelons ça, de l'atelier paysan, puisqu'on va développer des ateliers de l'atelier paysan. Oui, on peut rajouter peut-être rapidement un élément d'analyse parce que vous voyez bien qu'en fait la propriété de la terre n'est pas tout, particulièrement en Europe de l'Ouest et encore plus particulièrement en France, où les pouvoirs publics sont allés si loin en faveur donc de cette classe des laboureurs, auxquels qu'ils ont aidé à gagner une lutte des classes sans merci, qu'ils ont donné au statut du fermage énormément de pouvoir. Globalement, quand vous êtes propriétaire et que vous avez un fermier, le fermier, en réalité, a tous les droits, y compris de transmission à ses enfants. Donc en fait, dès à présent, au fond, on n'a jamais appliqué le ouzus et tabouzus, le caractère sacré de la propriété n'est pas du tout vrai sur le foncier. Et ça peut poser problème d'ailleurs, parce qu'imaginez que vous soyez propriétaire de terre, mais qu'à la fin c'est une seule société de capitaux, de ne sais pas quoi, qui ait en fermage toutes les terres de France. De fait, votre propriété est un chiffon de papier. Alors, il y a eu un progrès qui a été amené avec la possibilité de faire des baux environnementaux. Puisque là, mais vous ne pouvez pas requalifier un ancien bail en demandant qu'il devienne bail environnemental, ceci dit, c'est un des problèmes. Mais le bail environnemental, vous avez pu mettre des clauses. Et si vous regardez bien le montage de Terre de Liens, vous avez comment ils organisent la propriété de la terre, mais aussi comment ils organisent le contrat de mise à bail. Et c'est vrai que là, il faut bien voir qu'il y a deux choses. Il y a la propriété commune de la terre et la question de sa mise en valeur, qui n'est pas nécessairement commune dans le cadre de Terre de Liens. Moi, je plaide plutôt pour ça, mais vous pouvez très bien imaginer un GFA qui possède, je sais pas, 2000 hectares et qui loue en fermage à des individus. Donc la mise en valeur de la terre ne se fait pas sur une base mutualiste. Voilà. Mais ça a son mérite aussi. Il y a des gens qui sont individualistes aussi et qui sont très bien comme ça, qui ne veulent pas s'emmerder à discuter avec quelqu'un d'autre. Ceci existe aussi. Ou qui ont une coopération très bonne avec leurs voisins sans forcément être dans une forme sociale. Mais si vous observez, vous avez comme ça différents montages. Et la question de comment on noue, pas seulement la propriété de la terre, mais son mode de mise en valeur à la communauté, ça c'est quelque chose d'assez important. On pourrait très bien imaginer d'ailleurs qu'on ait d'un côté un GFA, de l'autre une coopérative de consommateurs, et que cette coopérative de consommateurs salarie quelqu'un qui fasse le travail. Mais à ce moment-là, il est salarié. On n'est pas dans un système de SCOP ou de GAEC dans lequel la personne n'est pas... Enfin, dans une SCOP, elle est salariée, mais elle est salariée d'elle-même, en fait, dans le système des SCOP. Donc, on n'est pas dans une forme mutualiste de l'organisation du travail. Mais vous voyez, autour de ça, il y a des questions, effectivement, assez complexes. La question auquel on assiste, c'est la montée en puissance justement des collectivités territoriales si elles commencent à avoir peur pour leur système alimentaire. Si demain la Bretagne se dit mais si toute mon agriculture est destinée à faire des cochons qui nourrissent les Chinois, comment je nourrirai ma population si jamais ça va mal? Et donc eux sont susceptibles aussi, en imitant finalement Terre de Liens, de vouloir racheter de la terre. Et là, effectivement, il peut y avoir une tension rurale-urbain. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'une très puissante métropole commence à racheter des milliers d'hectares de terre pour nourrir sa population. Voilà. C'est complètement imaginable. Elle ne se dégonfle pas, mais elle accroît encore son emprise sur un hinterland
dans le but de se nourrir. Donc on voit que les choses ne seront pas jouées. En tout cas, l'espace rural ne pourra pas ignorer la demande alimentaire urbaine. Donc soit il y a une démétropolisation et la demande alimentaire, et pas seulement alimentaire d'ailleurs, se répartit sur le territoire. C'est plutôt le scénario que vous travaillez. Mais effectivement, de toute façon, ces millions de citadins qui redeviennent ruraux ou qui restent citadins, ils vont bien devoir à un moment se nourrir. Et donc, comment les villes vont faire pour les nourrir, voilà, la question se pose et on peut. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de fédéralisme, de décentralisation, on dit oui, mais des fois l'État a été plus prêt à soutenir le développement rural que ne le seraient des grandes métropoles qui seraient dans une domination directe d'espace. Donc l'État a été ambivalent, il a parfois été aménageur et protecteur de l'espace rural. Je vais juste donner un exemple, et voilà, c'est un exemple historique. Ma famille maternelle vient du canton de Berne. Alors les Suisses sont très fiers, ils disent voilà, on est un pays démocratique depuis 1291. Oui, alors là... Parce qu'en fait, le système du canton de Berne, c'était que le canton de Berne était une république patricienne. Et l'ensemble de l'espace rural, en fait, le canton de Berne avait récupéré les droits féodaux. Donc à Berne, vous aviez les grandes familles patriciennes et la ville de Berne exerçait les droits féodaux sur toutes les campagnes. Et les ruraux n'ont obtenu les droits de citoyens qu'au XIXe siècle. Pendant des siècles dans lesquels les Suisses se vantent d'avoir été une démocratie, en fait, ils étaient les sujets d'une république patricienne. C'est un modèle qu'on peut complètement imaginer demain. Voilà, qui d'ailleurs pourrait se produire à travers internationalement. Je sais pas, Nantes pourrait devenir propriétaire de production de sucre au Mozambique pour continuer à faire ses petits lus. Enfin, des choses comme ça. Vous voyez que les jeux de pouvoir sont assez compliqués. Ça milite d'ailleurs, et je vais finir peut-être là-dessus avant de vous rendre là-bas. L'un des problèmes de l'espace rural, c'est qu'il n'a pas de pensée politique. Je vais le dire très franchement. Nous, on soutient les ruralistes. Je suis incapable, je leur dis, mais nous, on veut vous soutenir pour faire un plaidoyer. Qu'est-ce que vous voulez? Et leur réponse est, on veut qu'on s'occupe de nous. Non, je dis, oui, mais c'est pas très clair. Il faut que vous qualifiez. C'est parce que vous allez être dans un système de pouvoir. Si vous ne vous constituez pas en lobby, en pouvoir, vous êtes inaudible. Et ça, c'est quand même une faiblesse. Donc, peut-être que les états généraux du post-urbain, qui est fait beaucoup d'urbains, mais qui souvent ont une pensée politique, sera capable de doter l'espace rural d'une pensée politique. Et souvent, il faut bien le dire, les ruraux qu'on trouve les plus dynamiques, etc., c'est souvent des néo-ruraux. Y compris dans le Larzac, c'est le mariage entre des ruraux de souche et des néo-ruraux qui a permis cette existence politique. Donc là, il y a quand même une petite colle de c'est quoi la culture politique. Et évidemment, la culture politique, comme je vous l'ai dit, c'était le patriarcat, hein, ça c'était la forme. Puis on obéissait, hein, qui était assez faible. T'as pas l'impression d'avoir une petite pensée politique à ta gauche quand même, qui serait pas néo-rurale? Si tu veux. Tu vois, je veux dire, il y a non, là je suis pas d'accord. Tu peux pas. Là je serais pas du tout d'accord. Si tu veux, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments où il y a eu des réactions et qu'il y a des minorités. Mais excuse-moi, c'était des minorités. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas eu une production, vraiment pour soutenir les ruralistes, quand on leur dit il faut, dans un espace politique, il faut avoir des revendications qui sont de l'ordre de type des politiques publiques. Je suis d'accord. Alors, du coup, c'est parce que tu fixes le politique dans les politiques publiques. Tu fixes le politique dans la massification de l'idéologie qui peut l'accompagner. Mais tu peux aussi avoir une vision politique qui est celle de l'archipel, qui vise à avoir des minorités qui, non constituées, non concertées, te proposent des alternatives. T'en as une à ta gauche. Ouais, alors, voilà, si tu me demandes si je pense que l'anarchie l'a emporté historiquement, ma réponse est non. Non, mais je pense qu'elle est partagée. Je pense qu'elle est partagée. Mais si, est-ce que c'est pas le pas à venir? Ma réponse est pas non. C'est possible. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, Guillaume, c'est la transition. C'est comment on va y arriver. Parce que je peux te faire des utopies. Ça, je peux te les dessiner. La question, et on ne va pas y arriver. Alors, peut-être que toi, t'espères que tu vas tordre le bras avec la FNSEA comme ça, mais nous, le complexe agro-industriel, ça fait 40 ans qu'on se le coltine et que les partenaires qu'on soutient se le coltinent. Tu leur tords pas le bras comme ça. Donc, la question d'avoir une force critique va se poser. C'est pour ça, d'ailleurs, que même pour vous,
je pense que le sujet que vous abordez est fondamental, il faut le traiter, mais il faut savoir qu'à court terme, il y a des alliances à trouver quand même avec les villes. Et que c'est pas sûr que de juste donner l'impression les métropoles c'est les méchants, ce soit le plus habile Non, mais tactiquement. là, on sort du débat. Je te dis juste que la FNSEA a été construite par les politiques publiques. La FNSEA a été construite par les politiques publiques. Tu peux pas attendre d'une politique publique qu'elle produise l'inverse de ce qu'elle Non, produit. mais là, je suis pas d'accord. Il y a eu des forces, il y a des forces dans l'espace rural qui étaient aussi agissantes et les laboureurs existaient avant la FNSEA et les laboureurs sont attestés au XVIIe, XVIIIe siècle et ils ont déjà une vision. Quesnay est fils de laboureur et c'est le père des Maximes. Donc le keynésianisme avec Quesnay, ça vient du monde rural d'une certaine manière, mais ils ont agi en faveur de ce qui s'est passé. Parce que là, il faut dire que le monde rural a été complètement partie prenante. Et c'est pas le salut. Ils ont complètement contribué en tant que force politique à aller dans ce sens-là.